merci de votre présence ce matin. Donc on a souhaité faire cette conférence de presse pour remettre un peu le sujet de l'énergie au cœur de vos journaux et de nos préoccupations. Sujet qui a quand même un tout petit peu disparu des écrans radars, ou en tout cas dans sa forme compétitivité entreprise. Évidemment, elle n'a pas disparu pour ce qui est des particuliers, et c'est un sujet, et ça nourrit l'inflation, et on est bien conscient que nos concitoyens ont des problèmes de pouvoir d'achat là-dessus, mais le fond du sujet, c'est qu'on a l'impression qu'on est un peu passé après. En réalité, c'est le sujet de préoccupation numéro 1 de nos entrepreneurs. À titre anecdotique, hier, on avait un déjeuner après l'Assemblée permanente de nos adhérents avec les nouveaux présidents. Je lance le tour de table. Premier sujet du premier intervenant, qui s'appelle M. Touret, qui est le nouveau patron du MEDEF Seine-Estuaire, donc Rouen-Le Havre. Il est fabricant de bouteilles en verre. Le verre est une industrie qui s'était assez peu délocalisée, parce que c'est pondéreux, c'est lourd à transporter. Or, comme vous le savez, le verre c'est fait avec des fours, donc grand consommateur d'énergie. L'énergie compte à peu près pour 30% du prix de revient. Donc c'est pas un problème de compétitivité du coût de la main-d'œuvre, c'est bien l'énergie. Et il me dit, il vont arriver les premières livraisons venant d'Asie, parce que malgré le coût du transport, pour la première fois depuis qui dirige cette entreprise, je ne sais pas combien de temps, mais enfin un certain nombre d'années, il voit une invention et un début. Alors c'est pas une délocalisation en tant que telle, c'est une concurrence différente qu'ils ne voyaient pas jusqu'à aujourd'hui en Europe, et qui voit arriver sur les ventes aux embouteilleurs. Donc il nous a apparu important de refaire un peu un point de situation, ce que Christophe Beau va faire avec un certain nombre de slides techniques. Puis après, on pourra répondre aux questions. Et bon, je le dis dès maintenant, s'il y a des questions sur d'autres sujets, genre retraite ou partage de la valeur, j'y répondrai. Bonjour à toutes et à tous. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est montrer quelques chiffres et quelques graphiques qui sont très parlants, qui illustrent d'emblée la situation à laquelle les entreprises françaises sont confrontées. Donc, ce que je vous montre à l'écran en ce moment, c'est le prix spot de l'électricité. Il y a deux phénomènes marquants que vous voyez tout de suite. D'abord, c'est la très très forte hausse subie sur ce marché spot, qui commence en fait avant la fin de 2021. Et donc pas seulement à partir de la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, fin février 2022. Donc la hausse des prix commence fin 2021. Et l'autre chose qui est très frappante, c'est que vous voyez que ça vient après une longue période de stabilité, où les prix d'électricité ont en fait été très à la fois modérés en niveau et très stables au fil du temps. On est remonté jusqu'à 2015, donc sur une période de 7 ans, mais en réalité on aurait pu remonter encore avant. Et donc c'est ça, c'est ce double choc à la fois en termes de niveau, de violence de la hausse, et par rapport à une période auparavant très très stable. C'est vrai pour donc le prix spot, c'est vrai aussi pour les prix, ce qu'on appelle les prix futurs. Alors il faut bien comprendre que les entreprises, elles sont confrontées, lorsqu'elles renégocient leurs contrats, à des choix entre des prix spot, donc immédiats, et puis contractualisés sur plusieurs années parfois, des prix sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Or, vous voyez que c'est l'ensemble des prix sur toute la courbe, c'est-à-dire chaque courbe représente une année. Donc la courbe rouge, c'est pour 2023, donc c'est les prix de l'électricité proposés dans le cadre de contrats en 2023, proposés donc au cours de l'année 2022. En France, voilà. Répéter mon fameux mantra, le prix du pétrole est mondial, le prix de l'électricité est local. Alors ça peut paraître un peu trivial de dire ça, parce que c'est un changement de paradigme énorme, puisque jusqu'à présent, le pétrole, quand il montait et descendait pour tout le monde. Donc ce n'était pas un facteur de compétitivité, en tout cas de concurrence. Mais là, il est local. Le prix forward, enfin futur de l'électricité, aujourd'hui n'est pas le même en France et en Allemagne. Les expectations, les attentes font que, comme on craint un hiver sans centrale nucléaire en France, on a un prix aujourd'hui 2023 autour de 400, je pense à peu près, et il est plus bas en Allemagne. Donc ça crée un facteur de différence de compétitivité absolument massif. C'est un changement de paradigme, et au-delà des problèmes très ponctuels qu'on a,
on n'est plus dans le même monde que celui qu'on a connu pendant 30 ans. C'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire un peu signal d'alarme. Donc on voit qu'à l'été 2022, les prix attendus par le marché ou proposés par le marché pour l'année 2023, la courbe rouge, se sont envolés avec parfois des pics qui ont pu atteindre 1200 euros le mégawattheure, avec ensuite un léger reflux cet automne. Alors la date est importante parce que évidemment elle est corrélée à la situation géopolitique et on va y venir juste après sur les causes, mais c'est aussi la période, début de l'automne, où les entreprises se sont vues proposer des renouvellements de contrats, notamment pour fixer la part d'arène à laquelle elles ont droit. Donc c'est à ce moment-là que les prix de l'année 2023 se sont envolés. Et ils se sont également envolés pour les années suivantes, 24 et 25, dans de moindres proportions, mais tout de même beaucoup plus élevés que ce qu'ils étaient jusqu'à présent. Ce qui est vrai pour l'électricité est également vrai pour le gaz. Vous voyez que la courbe d'après montre une forme à peu près identique. Alors, j'ai oublié de commenter, vous voyez le petit blip ici, la courbe bleue, et on avait la même chose sur l'électricité, c'est les prix de l'année 2022 donnés en 2021. Et donc, fin 2021, on voit bien que les prix pour 2022 avaient déjà commencé à augmenter avant tout déclenchement des hostilités en Ukraine. Alors, si on cherche à expliquer les causes, vous les connaissez comme nous, elles ne sont pas donc uniquement liées à la crise géopolitique aux portes de l'Europe. Il y a d'abord la reprise très forte après le Covid, qui a surpris un petit peu tout le monde et donc qui a provoqué une demande plus importante d'énergie pour alimenter cette reprise économique un peu partout dans le monde. Et on commençait déjà à avoir des tensions, par exemple, sur les stockages de gaz russe dès la fin de l'année 2021, qui montraient qu'il y avait à la fois un découplage entre la production et la demande en sortie de crise de Covid. Ensuite, bien sûr, il y a la guerre en Ukraine qui est dans toutes les têtes, qui s'est traduite de deux façons. D'abord, les Européens ont pris des sanctions qui ont concerné les hydrocarbures russes. Donc ça aussi, ça a commencé à limiter le volume de pétrole russe disponible dans le marché. C'est sur le pétrole que les sanctions ont été prises d'abord, et puis ensuite sur le gaz. Et puis de l'autre côté, les Russes ont fini par couper le robinet, comme on dit, de manière peut-être un petit peu plus anticipée que ce qui avait été imaginé par les autorités européennes. Et donc évidemment, ça a créé un choc d'offres négatif sur le marché. Et puis il y a une troisième raison qu'il faut quand même aussi mentionner, c'est les difficultés du parc électronucléaire français, et ça renvoie à ce que Geoffroy vient de dire sur le caractère local des prix d'électricité. Notre prix d'électricité domestique est évidemment très affecté par la perte de capacité de production d'environ 12 réacteurs, avec la problématique que vous connaissez tous, à la fois des grands carénages et des problèmes de maintenance et de corrosion sous pression que notre parc a connu et continue de connaître, puisqu'on est évidemment très attentif au calendrier de remise en marche des réacteurs, mais tant qu'il n'y a pas de certitude, tant qu'il n'y a pas de décision de l'ASN, tant qu'il y a encore un calendrier qui reste incertain, eh bien, on a une capacité de production franco-française qui est limitée et qui provoque, et c'est là qu'il y a le quatrième élément qu'il faut avoir en tête, qui provoque des phénomènes spéculatifs. Geoffroy l'a dit, dès lors que les marchés anticipent d'éventuelles périodes de blackout à l'hiver 2023, eh bien, ça fait monter évidemment les prix et donc ça crée de la spéculation parce que ce marché de l'électricité est devenu aussi très financier, il faut le dire, avec des échanges de produits dérivés assez conséquents qui peuvent influencer le prix spot ou les prix futurs. Voilà un petit peu comment nous on voit la situation du marché énergétique et sur ses causes. Alors après, ce qui nous intéresse le plus, c'est quelles sont les conséquences pour les entreprises. Geoffroy a cité un exemple au Havre et on va montrer des témoignages, 3 témoignages d'entreprises très concrètement impactées par le sujet. Nous, on voit qu'il y a 2 conséquences. Une conséquence à court terme, qui est le recul de l'activité, c'est-à-dire qu'en fait, les entreprises confrontées à une facture d'électricité ou de gaz, mais on sait que l'énergie en France est plutôt électrique et moins gazière, contrairement à l'Allemagne. Bon. Confrontées à cela, elles ont le choix entre soit subir une facture qui augmente et qui met en péril leur compte d'exploitation, et donc éventuellement d'être en perte, soit elles ont le choix de réduire la voilure de leur production pour faire le dos rond en quelque sorte pendant le moment où elles estiment que l'électricité a atteint des prix incapables à assumer et reporter à plus tard la production. Avec en particulier, pardon de t'interrompre, le cas d'entreprises qui sont partiellement couvertes. Oui. Il y a le cas que tout le monde connaît d'Aluminium Dunkerque qui est couvert, je crois, pour 75% de son mix, enfin de sa quantité d'électricité, donc il réduit sa voilure pour ne consommer que ce qui est couvert
et ne pas être sur le prix spot pour le reste. Donc c'est vraiment récessif comme système et c'est immédiat. Il n'y a pas de signal prix plus fort que celui-là pour faire de la récession à court terme. Alors évidemment, donc, si l'entreprise prend la décision d'arrêter une production, c'est de l'output en moins, c'est du PIB en moins et de l'activité en moins pour le pays. Et ça dépend beaucoup des circonstances dans lesquelles l'entreprise se trouve. Geoffroy vient de le citer pour Aluminium Dunkerque. Il y a des entreprises qui sont couvertes, d'autres qui étaient en renouvellement de contrat à fin 2022 pour 2023 et qui ont donc vu des contrats nouveaux très élevés proposés par leurs fournisseurs. D'autres qui au contraire sont couvertes encore pour plusieurs années et qui bénéficient d'un montant d'arène important et qui au fond ne sont pas impactées. Mais pour celles qui le sont, elles le sont très durement. Bon. Donc avec un effet récessif immédiat. Et puis alors, il y a un deuxième phénomène qui est plus pernicieux et qui est plus à moyen long terme, qui est la déstabilisation de notre compétitivité relative par rapport aux entreprises allemandes ou aux entreprises américaines. Bon. Et ça peut provoquer à plus long terme des phénomènes de délocalisation pour aller chercher dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, des sources d'énergie beaucoup moins chères. On a un rapport, on va montrer un graphique tout à l'heure, de 1 à 10 à peu près entre le prix de l'énergie en France et aux États-Unis. Donc pour quelqu'un dont l'énergie est un intrant important dans son coût de production, évidemment, il risque de se poser la question très vite de la localisation de son activité industrielle ou bien de ne pas ouvrir une nouvelle usine, de différer un investissement. Alors, un très bon exemple là aussi dans ce déjeuner d'hier, le président du MEDEF franc-comtois, M. Viellard, patron de l'emprise Lizy, a un projet d'ouverture en 2023 à Chaumont, sa forge de titane pour des pièces d'aviation. Elle est rentable, cette usine, et donc ouvrable jusqu'à 200-220 euros le mégawattheure. Alors que le prix historique était autour de 50, 60, ça dépendait un peu des contrats. Si on va jusqu'à 300, 350, alors lui, il n'est pas concerné par le bouclier PME, on verra tout à l'heure, il est dans le guichet grande entreprise, il va repousser son ouverture. Donc tout ça, c'est de la perte de PIB et de croissance pour l'Europe. Et alors, il n'en est pas encore à ouvrir une autre usine aux États-Unis parce qu'il n'y a pas de projet. Mais c'est clair que sur le moyen terme, c'est extrêmement inquiétant pour l'ensemble du mix européen. Et là, c'est plus la France contre l'Allemagne, parce que les écarts France-Allemagne sont de 50 ou 100 euros le mégawattheure. C'est vraiment Europe contre les autres plaques, Asie et États-Unis. Donc voilà, phénomène à court terme et phénomène à moyen long terme très inquiétant face à cette situation sur l'énergie. Alors le mieux, c'est de vous montrer des témoignages concrets d'entrepreneurs qui sont confrontés à cette situation. On va vous en montrer 3. Le premier, donc, c'est l'entreprise SIL qui est en Bretagne, dans le Finistère, qui est dans l'agroalimentaire, un peu plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1500 salariés, et qui exporte dans 80 pays, donc directement exposé à la concurrence internationale, et qui voit sa facture d'énergie multipliée par 6, vous le voyez, entre 21 et 23, passant de un peu moins de 5 millions d'euros à 30 millions d'euros. Donc écoutons le témoignage de Sébastien Floch, son directeur général. Au moment où je vous parle, on a aujourd'hui un poste budgétaire énergie qui passe à périmètre constant à environ 4,5 millions en 2021, plus de 10 millions d'euros en 2022 et qui va dépasser les 30 millions en 2023, considérant l'évolution des prix du gaz pour les raisons que vous connaissez sur lesquelles je ne reviens pas, et également de l'électricité, parce qu'au moment où je vous parle, encore une fois, considérant les choix et les options retenues, nous ne sommes, nous, pas éligibles au corridor qui permettrait effectivement à des groupes d'IETI d'être aidés dans ce moment qui est un moment complexe pour l'ensemble de l'industrie laitière, agroalimentaire par extension, et qui nécessiterait, je crois, un traitement beaucoup plus spécifique, beaucoup plus volontariste et sans doute beaucoup plus ciblé que les dispositifs qui sont aujourd'hui proposés par le gouvernement, mais qui écartent toute une partie effectivement du monde industriel. C'est quand vous faites une poudre de lait, vos concurrents, ils sont européens, mais ils sont aussi américains, ils sont néo-zélandais, ils sont chinois. Et ça veut dire que dans le conflit qui nous oppose aujourd'hui, il y a souvent, on oublie que c'est un conflit 100% européen. En d'autres termes, les difficultés qu'on a sur le plan de l'énergie, on ne les retrouve pas ailleurs. Donc là, il y a une double sanction, c'est que non seulement votre prix de revient va être effectivement bien supérieur, donc va vous pousser à avoir des produits non rentables, mais en plus, vous allez avoir des compétiteurs qui, eux, ont et conservent un avantage comparatif par rapport à vous, puisque eux, le prix de l'énergie a guère évolué en fait. Et donc, on a effectivement ces deux aspects qui sont mis bout à bout, font qu'on risque, nous, acteurs européens, de perdre effectivement des positions stratégiques mondiales
sur des enjeux essentiels que l'enjeu laitier, quoi. Voilà. Juste peut-être une précision, pourquoi l'Entreprise n'est pas éligible au guichet Bercy, ETI, PME, parce que la référence, c'est le poids de l'énergie dans le chiffre d'affaires 2022. Donc 10 millions sur 520, ça fait 2, je ne sais plus combien %. Donc il est en dessous des 3%. Alors c'est un sujet qu'il faut probablement revoir, mais nous on continue à penser, enfin j'y viendrai tout à l'heure, que le bon sujet c'est d'avoir un système européen et pas un chacun pour soi. Parce que forcément le chacun pour soi va donner une surenchère intra-européenne qui n'est pas le bon système. Alors, deuxième témoignage. Deuxième témoignage, donc après cette ETI dans l'agroalimentaire, un groupe de restauration, enfin de 2 restaurants plus modestes en taille, avec environ 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et une cinquantaine de salariés, qui lui voit sa facture triplée, comme son chef d'entreprise Laurent Seccarini va l'expliquer. Donc ma facture va passer concrètement sur l'année 2023 de 36 000 à 70 000 euros. Voilà. Et la deuxième année, on va dépasser les 90 000 euros. Voilà. Et c'est voilà. Ça, c'est pour le premier établissement. Le deuxième établissement, j'étais autour de 25 000 euros à l'année. Je vais passer à plus de 45 la première année et je vais dépasser les 50 la deuxième année. Je me suis concentré sur l'année 2023 parce que j'espère qu'entre 2023 et 2024, il y aura une évolution favorable des prix. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, je multiplie par 2,5 ma facture d'électricité. Donc, ma facture va passer de 2 000, 2 500 euros à plus de 8 000. Donc, moi, j'attends, là, je me prépare à une facture de plus de 8 000 euros sur le mois de novembre. À voir ce que le gouvernement va pouvoir apporter comme soutien sur cette facture. Ça, je vous le dirai mi-décembre. Ça, plus ça, fait qu'aujourd'hui, effectivement, on est très inquiet. Quand on voit l'énergie qui représentait 1,2, 1,5 de mon chiffre d'affaires, va représenter presque 3%, voire 4% de mon chiffre d'affaires, je m'aperçois que je travaille pour payer mes fournisseurs, payer mes impôts, payer mes charges, mais je ne travaille plus pour me rémunérer, ou en tout cas pour en récolter des bénéfices qui me permettront d'après réinvestir, de maintenir mon entreprise compétitive. Et voilà, donc c'est assez inquiétant pour alors la première année, je pense que je peux tenir, j'ai de la réserve, je fais partie de ceux qui ont bien géré l'après-Covid, parce qu'on est sur une zone aussi très touristique et qu'on a bénéficié aussi des coups de boost du tourisme après le Covid. Maintenant, sur du moyen long terme, ça m'inquiète très fortement, quoi. Alors, troisième exemple, celui d'une entreprise de plasturgie en Normandie, Polytech. Alors là, on est dans le cas de figure d'une ETI qui utilise l'énergie de manière très intensive. Vous voyez, 2500 kVA de puissance installée. Pour vous donner une idée, un particulier utilise moins de 30 kVA, hein, donc c'est 100 fois plus, pour fabriquer donc 35 000 tonnes. Et là, donc aussi une facture qui doublerait entre 21 et 22. Mais le chef d'entreprise Patrick Coquelet, qui va s'exprimer, ne parle pas de 23, et donc on peut imaginer que ce sera encore plus élevé. Alors, le problème de l'énergie chez Polytech, c'est quand même assez inquiétant, puisque habituellement, on tourne aux alentours d'1 200 000 euros par an, c'est-à-dire 100 000 euros d'énergie par mois. Et là, on se dirige à plus 84% pour cette année 2022, sachant que nous bénéficions quand même d'un contrat ARENH, mais le contrat ARENH, vous savez, a été plafonné à 100 TWh. Cette année 2022, il est à 120 TWh. Par contre, en 2023, on va revenir à 100 TWh. Ça a été annoncé, hein, l'État l'a affirmé dans son budget de finances 2023, ce qui ne va pas ranger les affaires de Polytech. Le gros problème, c'est qu'il est quasiment impossible de répercuter une augmentation aussi importante sur les clients. Donc, si on arrive à répercuter au maximum un tiers, il reste quand même les 2 tiers qui seront pris sur nos marges. Et ça, c'est inquiétant, c'est de nature à affaiblir le développement de l'entreprise. Donc, nous avons parcouru effectivement ce panel d'aides qui pourrait peut-être amortir sensiblement le choc.
Mais il n'en demeure pas moins qu'on est quand même assez loin de cette inflation énergétique qui nous attend et qui nous a donc perturbés pour 2022, mais qui va s'accélérer en 2023 parce qu'on ne voit pas comment revenir à des prix qui étaient ceux de 2019 ou 2020. Ces aides, effectivement, seront les bienvenues, mais je ne pense pas que ça change significativement le devenir de nos entreprises. Les entreprises vont se trouver très largement affaiblies. En clair, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est du jamais vu. Moi qui ai 40 ans d'expérience dans l'entreprise, j'ai l'impression d'avoir quitté un monde économique normatif pour se diriger vers une économie casino. J'ai l'impression aujourd'hui d'être au casino. On gère des crises, mais on ne gère pas comme il le faudrait nos entreprises. Alors, il faut reconnaître qu'un certain nombre de mesures ont été prises déjà de plusieurs ordres. D'abord, sur les volumes, en remplissant les stockages. Vous avez vu que la Commission européenne, à partir de l'été, s'est préoccupée beaucoup de remplir les stocks de gaz, notamment, bon, puisqu'on sait bien qu'il y a un rapport entre les volumes et les prix. Bon. Mais c'est vrai que pendant une longue période en 2022, au moment où la crise s'est nouée, la préoccupation principale portait sur les volumes, avec des risques de rupture d'approvisionnement. Bon, et les autorités politiques, aussi bien communautaires que nationales, ont moins regardé la question des prix, qui est arrivée un peu en boomerang après coup. Bon. Deuxièmement, donc, des plans de sobriété ont été mis en action. Il y a eu l'initiative du gouvernement d'un côté. Bon, les entreprises n'ont pas attendu non plus cela pour faire des économies dès qu'elles le pouvaient, puisqu'elles voient bien que leurs factures impactent leur compte d'exploitation. Donc elles sont bien sûr très motivées d'emblée pour faire des économies. Bon, et nous, on y a contribué aussi à notre échelle en tant que partenaires sociaux avec nos collègues syndicats dans un groupe de travail sur la transition écologique qui a permis de faire des propositions concrètes pour le plan de sobriété national. Et puis enfin, il y a eu une troisième série de mesures qui sont donc des mesures d'atténuation des prix, mais qui viennent ex post, c'est-à-dire qu'elles ne jouent pas sur la formation des prix en amont, elles jouent sur le fait d'essayer de diminuer la facture en aval lorsque elle est constatée. Et donc ça a pris la forme du bouclier principalement pour les particuliers et pour les TPE, bouclier tarifaire avec des augmentations plafonnées à 4% en 2022, 15% en 2023, et puis des mécanismes de soutien qui en 2022 n'ont pas du tout fonctionné. Le guichet unique qui avait été imaginé avec des critères très compliqués, avec 3 milliards d'euros de budget prévu, n'a été décaissé qu'à hauteur de 500 000 euros. Donc c'est la preuve qu'il n'a pas trouvé son marché, comme on dirait. Bon. Et donc on a beaucoup œuvré de notre côté pour que le gouvernement assouplisse ces critères. Bon, je ne vais peut-être pas détailler parce que vous les connaissez, mais aujourd'hui, on a une architecture en 4 grands blocs. Pour les TPE, c'est-à-dire qui sont assimilés aux particuliers et qui bénéficient encore du TRVE, eh bien, des prix plafonnés à 15% pour l'électricité en 2023. Donc un véritable bouclier tarifaire. Pour les PME et les TPE qui sont au-dessus de 36 kVA, un système de garantie électricité. Alors c'est un mécanisme un peu compliqué qui permet à l'État de prendre en charge une partie de la facture de marché, de prix de marché des entreprises. Donc les entreprises ont une partie en général qui est au prix de l'AREN, donc autour de un peu moins de 50 euros. Et puis pour la partie marché, eh bien, dans un tunnel de prix qui est défini entre 325 et 800 euros, l'État prend en charge la moitié de cette différence de prix. Bon. Et donc ceci a pour effet, d'après ce qu'on a calculé, d'abaisser d'environ 120 euros le coût des factures d'électricité et donc de ramener autour de 220 à 250 euros le mégawattheure pour ces entreprises-là. Bon. Mais on va le voir ensuite, si on compare avec l'Allemagne, ça reste beaucoup plus élevé dans de nombreux cas. Et puis, pour les entreprises plus grandes, un système de guichet. Alors, c'est ce système qui n'a pas du tout marché en 2022 et dont les critères ont été en partie assouplis, mais ça reste des critères assez restrictifs. Vous voyez, il faut pouvoir prouver que 3% de son chiffre d'affaires est représenté par la facture d'électricité ou de gaz. Il faut que cette facture ait augmenté de 50% d'une année sur l'autre. Il faut qu'on soit en perte d'EBITDA d'au moins 40%. Et donc, si on a rempli tous ces critères, alors on peut être éligible à une prise en charge partielle.
et avec des plafonds qui sont donc qui ont été doublés entre-temps, 4 millions, 50 millions, 150 millions en fonction de la taille de l'entreprise. Et quelque chose qui est relativement positif quand même, le fait de pouvoir déclarer ça a priori et l'administration fiscale venant contrôler a posteriori. Mais ça reste encore à mettre en œuvre. Ce sont pour l'instant les idées de Bercy qui n'ont pas encore été, je dirais, sanctuarisées par un texte réglementaire. Voilà en quelque sorte le dispositif. Et si on le compare maintenant avec le dispositif allemand, on voit 2 ou 3 choses qui apparaissent assez clairement. D'abord, évidemment, en volume d'argent mis à disposition pour faire baisser ces factures d'énergie, le montant n'est pas le même. Bon, alors l'économie allemande, vous me direz, n'est pas de même taille aussi, mais quand même, la règle de 3 ne fonctionne pas. Donc les Allemands mettent beaucoup plus d'argent que notre budget national sur ces sujets. Deuxièmement, si pour les TPE, on peut considérer, c'est pour ça que les cases sont en vert, le système français est un peu plus avantageux que le système allemand. En revanche, dès qu'on passe à des tailles d'entreprises supérieures, on voit que c'est plutôt les Allemands qui aident davantage leurs producteurs, et notamment leurs producteurs industriels, puisqu'ils vont ressortir avec des prix au mégawattheure qui sont sensiblement plus bas que ceux que les systèmes d'aide français vont avoir pour conséquence. Voilà. Alors, mais comme le disait Geoffroy, puis j'en terminerai par là, la vraie comparaison aussi, elle se fait pas seulement entre la France et l'Allemagne, mais aussi entre l'Europe et les autres grandes zones de production industrielle, en particulier les États-Unis. Et là, on vous montre un graphique qui est, je crois, très parlant, qui est en rouge et en bleu les prix spot de l'énergie électrique en Europe et aussi en Asie, mais enfin, bon, ça nous concerne moins. Et en jaune, vous voyez que le prix extrêmement stable de l'énergie aux États-Unis. Alors, ils n'ont pas les mêmes sources d'énergie, ils ont du gaz de schiste, ils ont tout un tas de choses que l'Europe n'a pas, bien entendu, mais on voit une très très grande différence, à la fois en termes de niveau et en termes de volatilité. Je crois que les 2 éléments sont importants, parce que, comme l'a dit Patrick Coquelet, c'est le fait de passer d'une situation de certitude ou de quasi-stabilité à une situation très volatile qui est aussi embêtant que le fait d'avoir des niveaux importants. Merci. On peut peut-être passer directement aux questions. Le message, vous l'avez compris, c'est qu'il y a un problème de court terme qu'il faut résoudre avec un certain nombre de cas d'entreprises qui ne sont pas traités par les solutions nationales. Et on attend énormément d'une solution européenne qui peut être le découplage ibérique, mais qui peut être aussi la solution grecque. Il faut trouver un système, ou même un système de bouclier, mais à ce moment-là qui soit cohérent entre les pays, parce que la vraie bagarre, elle n'est pas entre la France et l'Allemagne, ou la France et l'Italie. L'Italie a un dispositif, on n'en a pas parlé non plus, qui est très puissant. Elle est entre l'Europe et le reste du monde. Et on avait déjà une tendance à la décentralisation européenne, en tout cas dans nos pays. Elle risque de s'accentuer très fortement avec cette crise d'énergie. Je le répète, l'électricité est locale, le pétrole est mondial. Attends, on va vous donner un micro. Elsa Conessa au Monde. Vous dites que la solution est européenne. Enfin, le calendrier des négociations européennes, il est quand même très, très incertain. Est-ce que, entre-temps, il faut que le gouvernement français fasse quelque chose pour aider davantage les entreprises, sachant que ça coûtera de l'argent et que vous avez vous-même rappelé que l'État dépensait trop il y a quelques semaines? Alors, je pense qu'il y a des choses à court terme à faire pour revoir le bouclier, le système de bouclier qu'on a montré. Par exemple, le critère de 3% qui repose sur les 3% du chiffre d'affaires que sur 2022, probablement pertinent de le regarder aussi sur 2023, puisque vous avez vu le cas de l'entreprise qui était en dessous des 3% en 2022 et qui passe très largement en 2023. Autre exemple, le BE aujourd'hui, pendant le critère de baisse de BE est fait globalement sur le groupe plutôt que site par site. Or, il peut y avoir des mix énergétiques différents. Donc on est dans des mesures d'ajustement opérationnel. Mais on est bien conscient que l'argent n'est pas magique, qu'on n'est plus dans le quoi qu'il en coûte. On est soucieux, effectivement, des finances publiques. Il y a quand même une question qui n'est pas complètement simple, c'est comment Bercy est arrivé au calcul des 10 milliards. On n'a pas la simulation. Il ne faudrait pas que ce dispositif soit trop ajusté, comme ça a été le cas du premier. Je rappelle le chiffre, 3 milliards de budget, 500 000 euros de demande. Et puis, il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que le dimensionnement de la dépense, elle dépend non pas tellement des paramètres, s'ils sont ajustés à la marge, mais essentiellement du prix
du marché. Ni vous, ni moi ne sachons que sera le prix spot et le prix futur le 1er avril 2023 ou a fortiori le 1er octobre 2024. Et n'oubliez pas non plus que si le prix monte, les rentrées fiscales de l'État sur la taxation de la rente inframarginale sur les ENR augmentent en proportion. Donc, il y a des ajustements à faire, nous pensons, sur les dispositifs d'aide nationale. Mais encore une fois, le message il s'adresse beaucoup à la Commission européenne. On ne peut pas aller dans le chacun pour soi. L'Europe a été exemplaire pendant le Covid, alors que les situations... Alors, le Covid, le virus était le même, mais les systèmes hospitaliers n'étaient pas dans les mêmes conditions. Là, on est un peu face au même sujet, d'une certaine manière. Enfin, évidemment, pas le même sujet, mais la même situation. On a des mix énergétiques qui sont différents. On a des mix industriels qui sont différents. L'Allemagne a dégainé en premier. Ils ont eu tort. La France a été entre guillemets obligée de répliquer. L'Italie a son package qui arrive. Et donc on va terminer avec des packages locaux, avec en plus des situations d'endettement qui sont totalement différents, et des industriels qui vont arbitrer entre pays européens dans un premier temps, alors que le vrai combat n'est pas là. Raphaël Legendre, pour l'opinion, bonjour. L'Europe, justement, vous dites que le prix de l'électricité est local, mais le marché, il est européen. Il y a des discussions au niveau européen pour la réforme de ce marché, justement. Au niveau patronal, quelles discussions vous avez, vous, avec vos homologues, notamment allemands, qui bloquent l'avancée de ces discussions? Merci. Alors, il y a eu un communiqué de presse de Business Europe qui plaidait pour la solution du découplage, ou en tout cas une solution de market design qui permette de faire retomber la pression sur le prix de l'électricité. On se voit à Stockholm la semaine prochaine. L'essentiel des patronats, c'est vrai, à l'exception du patronat allemand pour le moment, plaide pour une solution européenne. Il n'y a pas que le découplage ibérique, hein. Il y a une solution dite grecque qui est aussi une autre manière de raisonner sur le market design, donc l'organisation, la fixation du prix de l'électricité. Parce que ce truc est quand même très difficile à comprendre, hein, quand on n'est pas un spécialiste, qui est de dire on fait un paquet énergie renouvelable de type donc nucléaire et ENR, et le prix est fixé avec le coût de production plus une marge, et puis on laisse l'autre paquet qui sont les énergies fossiles, où là il y a un marché spéculatif, le prix varié, ce qui amortit le prix moyen de l'électricité en fonction du mix des uns et des autres. Donc il y a des solutions de market design, et il est urgent que la Commission se penche là-dessus. C'est un problème, encore une fois, de compétitivité de l'Europe. Bonjour, Renaud Honoré, Journal des Échos. Oui, Renaud. Je voudrais revenir sur la question du coût, du court terme et des mesures. Vous avez quand même assez insisté sur le fait que, comparé à l'Allemagne, la France mettait beaucoup moins sur la table. C'est pas tout à fait beaucoup moins, c'est pas exactement les mêmes. La vraie différence, c'est parce qu'il faut mettre le PIB, il peut mettre la part de l'industrie, donc c'est compliqué à calculer. Mais la vraie différence porte sur le fait que les ménages sont moins aidés et les grandes entreprises plus aidées. D'ailleurs, au passage, quand même, je signale que nous, on est très interrogatifs sur le fait que le paquet français a été... alors, je ne connais pas les détails des négociations entre Bercy et la Commission européenne, mais a été très scruté sur la partie grandes entreprises, et que ce qu'on voit dans le paquet allemand, pour autant qu'on puisse en connaître les détails, c'est que les grandes entreprises, les 25 000 grandes entreprises allemandes sont proportionnellement plus aidées. Bon, et sans que... Alors on ne sait pas si le paquet, pour être juste, a été validé par la Commission européenne. On ne connaît pas l'état des négociations entre la coalition et Mme Vestager. Hein. Alors, vous avez anticipé une de mes questions. J'allais vous demander si vous comptiez porter l'affaire auprès de la Commission européenne, porter plainte, porter auprès de la Commission pour concurrence déloyale des Allemands. Et deuxième question, encore là. D'accord, vous n'êtes pas encore là, mais malgré tout, visiblement, vous y songez quand même, non, si je comprends bien. Non, je n'ai pas regardé le côté juridique. Je ne peux pas imaginer, je vais le dire comme ça, que la Commission européenne laisse perdurer de manière pérenne, qu'il y ait des réactions, j'allais dire, d'urgence, presque en mode panique. Je me mets 2 minutes à la place de nos amis allemands. Le monde s'écroule. Ils se sont bâtis sur 3 choses. Et la réussite industrielle de l'Allemagne est indiscutable. Une énergie pas chère qui venait des Russes, une absence de dépenses dans l'investissement militaire qui leur faisait économiser 1,5% du PIB chaque année, et exporter vers la Chine.
Quand vous regardez sur les 3 points, les 2 premiers sont en train de disparaître et le 3e est quand même un peu plus compliqué. Donc une réaction d'urgence dans un contexte politique que vous connaissez compliqué, puisqu'il y a une coalition avec des visions de l'économie extrêmement différentes, on peut comprendre. Mais je ne peux pas imaginer que la Commission laisse perdurer ce chacun pour soi qui est hyper dangereux à terme. Et deuxième question, malgré tout, donc si la France dépense moins, est-ce qu'il n'y aurait pas, justement, compte tenu de cette urgence, une nécessité de revoir un petit peu les mesures gouvernementales? Je pense au PLF, côté qui est examiné en ce moment au Sénat. Les sénateurs LR, justement, plaident pour qu'on remette à plus tard la baisse de la CVAE et qu'on mette le paquet sur, justement, les aides énergie aux entreprises. Vous connaissez notre réponse. On a besoin de la baisse de la CVAE parce qu'en même temps, on est en train d'investir massivement dans la transition énergétique. 40 milliards par an d'investissement dans les entreprises françaises pour se décarboner. On ne va pas faire une pause dans la décarbonation. Ça serait absurde. Donc on a besoin de cette baisse de CVAE qui est indispensable. Les sénateurs LR le font pour une autre raison, qui est leur crainte justifiée de perte de recettes pour les collectivités locales. Oui. Bonjour, Boris Cambrelan, AFP. Est-ce qu'au niveau de l'offre d'électricité, le choix français de miser massivement sur la relance du nucléaire, est-ce que c'est pertinent, vu l'urgence à augmenter cette offre d'électricité? C'est-à-dire que les nouveaux réacteurs qui pourraient être construits, ils ne seraient pas opérationnels avant 2035 au mieux. Non, mais c'est bien sûr pas cette relance qui va nous aider à très court terme. Mais on ne gère pas que le court terme. Et de toute façon, à très court terme, il n'y a pas d'autre solution. On a diversifié nos approvisionnements de gaz. On a la chance d'avoir des terminaux de GNL, ce que n'ont pas l'Allemagne, puisque l'Allemagne avait... Il faut quand même juste rappeler quand même la responsabilité de Mme Merkel dans cette affaire. Mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire Nord Stream 1, Nord Stream 2, pas de terminal méthanier pour accueillir le GNL, et la Russie comme fournisseur quasi exclusif, c'est quand même une faute devant l'histoire. Et bon. Donc à court terme, nous, on n'a pas de solution pour produire plus d'énergie. On ne peut pas construire des éoliennes. On sait que les autorisations, ça met beaucoup de temps. Il n'y a pas de solution classique. Et on ne réouvre pas nos centrales à charbon, sauf une qu'on a prolongée, ce que fait l'Allemagne. Parce que finalement, c'est tout le paradoxe. C'est qu'on a gardé nos centrales nucléaires dans lesquelles on a désinvesti parce qu'il y avait une opprobre généralisée de l'opinion. Et donc on paye aujourd'hui en partie, alors il n'y a pas que ça, puisqu'il y a le grand carénage a été prévu de toute façon, ce sous-investissement. Et paradoxalement, les Allemands bénéficient du fait d'être restés sur le charbon plus longtemps, puisqu'ils peuvent réouvrir sans le charbon. La raison, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends que la raison de la différence de prix spot entre la France et l'Allemagne, c'est qu'on sait que l'Allemagne aura des centrales à charbon pour faire de l'électricité cet hiver, alors que nous, on n'aura pas nos centrales nucléaires. C'est quand même un truc, pardon, mais ça fait mal, quoi. À tous égards. Je veux dire, pour la planète et pour la responsabilité des uns et des autres. Bonjour, merci pour la présentation. Jonathan Gollier de l'usine Nouvelle. J'avais une question. On a entendu un autre discours alarmiste des entreprises du médicament qui s'inquiètent de la liste pour résumer, de la liste qui pourrait être concernée par des délestages. Je voulais savoir si vous saviez combien d'entreprises, ça se passe au niveau des préfectures en ce qui concerne l'électricité. Je voulais savoir si vous savez combien d'entreprises sont concernées en France, si vous êtes associé aux discussions et si vous êtes d'accord avec les choix qui sont faits de ce point de vue-là. Cet été, il y a eu un projet d'amendement du gouvernement dans la loi de finances pour donner au gouvernement les instruments de décret qu'il pourrait prendre ensuite pour des délestages. À notre connaissance, cette opération a été interrompue. Donc, on est à la disposition de la DGE pour se concerter sur des projets de décret en la matière, mais pour l'instant, il n'y a rien de nouveau à notre connaissance. Donc, après, c'est évidemment une capacité régalienne de l'État de faire des délestages, mais il faut qu'il le fasse en bonne concertation avec le tissu industriel, ça va de soi. Sur le parc nucléaire, on n'est quand même pas avec les réserves de gaz sur l'hiver 2023, pardon, lapsus non révélateur, on n'est pas trop inquiet. Non, on peut dire ça. Ça dépend du calendrier. Alors bon, évidemment, chaque jour apporte son lot d'informations sur des incidents qui ont pu se produire à Citeaux récemment ou ailleurs dans les remises en marche de réacteurs qui étaient donc
sous revue de maintenance pour leur soudure notamment. Bon, EDF pour l'instant, à ma connaissance, n'a pas communiqué sur un changement de son calendrier, donc ils ont toujours en tête de remettre un certain nombre de réacteurs en fonction en décembre, puis ensuite en janvier jusqu'en février, donc pour assumer face au pic de consommation de l'hiver. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe trop alarmant sur le non-respect de ce calendrier, mais ça dépend évidemment des décisions de l'ASN, qui est une autorité indépendante, et donc il faut que les choses se fassent en bon ordre, bien sûr. Merci beaucoup, Giorgio Leali, Politico. Vous avez évoqué le risque de délocalisation. Ce risque, si les choses ne changent pas, vous le voyez à partir de quand? Déjà à partir de l'année prochaine? Et dans quel secteur? Après, j'ai une deuxième question aussi, je peux la poser tout de suite, sur le Inflation Reduction Act aux États-Unis. Il y a un peu l'idée qu'il pourrait y avoir à nouveau une guerre commerciale entre l'Union européenne et les États-Unis. Et la réponse européenne, dans ces cas-là, ce serait d'imiter les États-Unis en faisant un peu la même chose, un Buy European Act. Est-ce que vous croyez que c'est la bonne idée? Merci. Alors, sur la première question, en fait, c'est un phénomène, j'allais dire, presque continu. J'ai donné l'exemple du verre. Le verre, donc c'est le prix de la bouteille de verre européenne qui a pris, alors je ne sais pas quelle augmentation, mais qui a reflété le prix de l'énergie, qui devient brusquement moins compétitif par rapport à un prix asiatique qui, à cause du transport, ne l'était pas et qui le devient. Donc là, on n'est pas dans la délocalisation, on est dans de la perte de part de marché insidieuse à cause des coûts de l'énergie. Après, des vraies délocalisations, c'est-à-dire des choix de dire je ferme l'usine ou j'enlève des quantités à l'usine A pour la mettre à l'usine B, enfin, évidemment, dans un autre continent, ce sont des décisions qui vont prendre plusieurs mois parce qu'il faut avoir une vision de moyen terme du coût de l'électricité. Vous ne prenez pas une décision, d'abord c'est une décision multifactorielle. Il y a les coûts de fermeture, il y a l'environnement politique, il y a les autres facteurs de production et de compétitivité, la qualité des cadres, la qualité de localisation. Donc, c'est pas quelque chose que, sauf exception, est pris du jour au lendemain. Mais il peut y avoir des phénomènes. BASF qui annonce, je ne sais plus combien, 10 milliards d'investissements en Chine. Est-ce que c'est des milliards qui auraient été investis de la même manière dans d'autres? Donc oui, ces phénomènes risquent de commencer. Encore une fois, on essaie de faire la différence entre le conjoncturel, ce que vous avez vu avec nos adhérents qui regardent leur facture du mois de novembre, le restaurateur de Marseille, et qui se dit je ne vais pas pouvoir la payer, ou en tout cas j'aurai plus rien en fin de mois. Et puis un phénomène macroéconomique beaucoup plus lourd, c'est l'énergie. Comment on passe de l'énergie fossile à l'énergie renouvelable et d'un mix peu électrique à un mix électrique, ça change complètement la donne mondiale sur le plan d'électricité, le plan d'énergie qui devient un facteur de compétitivité et une arme commerciale. Sur votre deuxième question, je pense que la guerre commerciale, elle a déjà commencé. Trump, c'était America First, ou je ne sais pas quoi, Make America Again. C'est quand même les premières mesures protectionnistes qui ont été mises en place. Et Biden il est beaucoup plus, j'ose pas dire comestible pour nous, mais enfin, en tout cas, il paraît moins trumpiste. Mais enfin, sur le plan commercial, je pense que c'est America First. Et donc, nous, on a dit depuis longtemps, je rappelle qu'on a créé ici une commission de souveraineté économique qui avait vocation d'ailleurs à travailler par les souverainetés économiques au niveau national, mais bien sûr au niveau européen. On souhaite que la Commission européenne soit capable de répliquer dans l'escalade comme l'un des escalades. Et donc l'exemple récent, et là j'ai vu que Thierry Breton avait pris position, c'est la mesure sur les voitures électriques. Ne seront subventionnées aux États-Unis que les voitures électriques assemblées dans une certaine proportion aux États-Unis. Évidemment, il faut répliquer. On ne peut pas laisser passer ça. Alors, le risque, c'est que ça soit une escalade et que tout ça débouche sur un appauvrissement généralisé, puisqu'il y a moins d'échanges et moins de création de valeur. Et je pense que les intérêts sont suffisamment répartis. D'ailleurs, je note que la rencontre Biden Xi Jinping hier, il y a eu aussi des mots sur nos intérêts commerciaux communs font qu'on n'a pas intérêt à attendre les choses. Donc il faut essayer d'être capable. C'est une négociation. Vous savez, Charles de Gaulle disait les pays n'ont pas d'amis, donc des intérêts. Il faut défendre nos intérêts, et notamment face aux Américains, mais aux Chinois aussi.
Bonjour, Audrey Tonnelier du Monde. Vous disiez que vous ne savez pas exactement comment a été dimensionnée l'enveloppe de 10 milliards annoncée par le gouvernement. Est-ce que vous avez chiffré, modulo évidemment toutes les incertitudes, ce qui serait nécessaire pour un meilleur, pour effectivement au moins corriger les lacunes Mon point du est un peu dispositif différent. Je ne sais pas comment actuel. ils ont calculé enfin, c'est-à-dire qu'on n'a pas la boîte noire qui dit, voilà, avec un prix à 500, un prix à 400, un prix à 300, il y aura tant d'entreprises qui vont demander tant sur le guichet. Le coût sur la facture automatique sur les PME sera de temps, etc. Et donc, ce qu'on a beaucoup de mal à avoir, on voit des cas, si vous voulez, on est pris entre nos adhérents qui nous disent « moi, je ne suis pas concerné ». Typiquement, le gars de la boîte dans le Finistère qui était en dessous de 3% en 2022 et qui passe très au-dessus en 2023. Ceux qui disent « ça ne me suffira pas parce que je ne peux pas répercuter, il n'y a qu'une partie de la hausse qui est prise en compte et je ne pourrais pas répercuter sur mes clients, donc je vais perdre de parts de marché ». Et donc, je pense qu'il faut qu'on s'asseye avec Bercy pour essayer de bien comprendre où est-ce que ça va et qu'on soit capable surtout de moduler et d'améliorer ce dispositif au fur et à mesure de l'évolution du prix spot. Alors, encore une fois, dans un scénario que je ne souhaite pas, qui est celui où il ne se passe rien en Europe. Parce que, quand même, je le redis, on peut espérer que, alors peut-être pas en fin novembre, mais que... à un moment, d'ailleurs, j'ai vu que la Commission avait annoncé une refonte du market design pour T1 2023. Donc, si ça se trouve, notre discussion, elle sera obsolète. Ce qu'on peut espérer. Autrement dit, le guichet s'arrêtera, enfin, le système de bouclier s'arrêtera à la fin de T1 parce qu'il y aura un nouveau mécanisme qui permettra d'avoir un prix déjà commun en Europe et compétitif dans le monde. Simon Philippe pour Enerpress. Je me demandais si d'après vos remontées de terrain, vous aviez identifié des filières qui seraient particulièrement en danger pour l'année 2023. Alors, c'est évidemment les filières industrielles en premier et les filières industrielles qui ont une consommation d'énergie importante. Donc on peut citer textile, le verre, l'aluminium, aluminium Dunkerque, avec des prix forward futurs. Là, on est à 2 milliards d'euros de factures annuelles d'électricité. Et contre eux, ouais. Donc, si vous voulez, si jamais ils n'étaient pas couverts, vous voyez, donc il y a des secteurs qui sont dits énergo-intensifs, la chimie. Mais ce qui est particulier quand même, c'est que on retrouve d'autres secteurs. Vous avez vu la restauration, l'hôtellerie, la distribution, où là on a un phénomène différent. La facture augmente, elle représente quelques pourcents du chiffre d'affaires, mais comme la rentabilité est beaucoup plus faible, l'augmentation de la facture vient manger tout le résultat annuel. C'est le cas de notre ami restaurateur à Marseille, mais d'hôteliers, de gens de la distribution. Alors, on n'a pas parlé des efforts de sobriété. On aurait pu d'ailleurs mettre un petit slide là-dessus. Les efforts de sobriété, ils sont lancés, mais autant il y a un gain significatif dans des activités qui n'étaient pas énergo-intensives et non industrielles. Donc, c'est ce que fait la distribution sur éteindre les enseignes la nuit, s'assurer que les panneaux de froid soient bien fermés, etc. C'est ce que fait le tertiaire. Je ne sais pas combien il fait dans la salle, mais enfin, on doit être à 19 degrés. J'espère qu'on est à 19 degrés. Pas mis mon col roulé, vous m'excuserez, mais on doit être à 19 degrés. Peut-être un peu moins même. Oui, peut-être un peu moins. Oui, on est bon élève. Autant sur les industriels, l'effort de sobriété, comme il avait déjà été fait, puisque la facture énergétique était déjà dans les radars, c'est très difficile. Le gain marginal, c'est des changements de process en fait qui font économiser de l'énergie. On ne peut pas faire moins 10, moins 15 comme ça en claquant des doigts dans une usine qui consomme beaucoup d'énergie parce que toutes les quick wins ont déjà été faits. Bonjour, Anne de Guigné au Figaro. On parle beaucoup de menaces de nouvelles délocalisations, mais est-ce que concrètement vous voyez déjà, des projets concrets d'entrepreneurs qui sont prêts à... J'ai un peu répondu tout à l'heure. On a quelques signaux faibles. J'ai cité le cas de Lizzie qui hésite à ouvrir son usine à Chaumont et qui va attendre de voir le prix de l'électricité. Et encore, j'imagine que c'est très compliqué puisque le prix de l'électricité, vous avez vu la volatilité. Donc, je pense qu'il va attendre d'avoir une vision claire. Mais il y a le cas de Safran qui a aussi retardé un projet d'ouverture. Donc, on n'est pas dans les délocalisations au sens
vous voyez, un peu années 90 du terme, c'est-à-dire je ferme mon usine en France pour la mettre en Pologne, ou je ferme mon usine en France pour la mettre aux États-Unis. Ce qui peut se passer dans un premier temps, ce n'est pas des délocalisations telles qu'on le imaginait, c'est des shifts de production en chimie, par exemple, on peut décharger une usine, enfin mettre moins de charge dans une usine pour aller charger une autre usine dont le coût de l'énergie est plus compétitif. Bonjour, Victor Rogueken de Contexte. Est-ce que le pacte de décarbonation proposé par Emmanuel Macron répond aux enjeux que vous avez évoqués, ou est-ce que c'est hors sujet? Est-ce que c'est trop peu? C'est un autre sujet. C'est un très bon pacte. C'est un peu lié quand même. Oui et non, parce que le sujet, là, il ne va pas répondre au prix de l'énergie sur les prochains mois. Non, le fait que pour décarboner l'ensemble de l'économie française, il y a des investissements massifs à faire, que ces investissements ne sont pas rentables au sens du compte d'exploitation. C'est-à-dire que dans 99% des cas, on va investir dans un process de décarbonation qui va faire que le produit fini est plus cher, mais il n'y aura pas de retour sur investissement au sens. Alors heureusement, il y aura un retour sur investissement pour la planète. C'est bien pour ça qu'on le fait. Mais fait que un co-investissement par l'État est indispensable. C'est ce qu'on avait dit à la conférence de presse du mois de juin avec les 40 millions dont on a parlé. Donc ce pacte est très bienvenu, est une très bonne initiative, puisqu'effectivement la carbonation, enfin les émissions carbone de l'industrie sont assez concentrées, mais il ne répond pas au problème du prix de l'électricité. D'ailleurs, Emmanuel Macron nous a dit, je vous rappelle, il y a quelques semaines plutôt, ne signez pas vos contrats. Même si maintenant Madame Vargon nous dit signez vos contrats avant vendredi. Mais bon. Ludovic Arbelé du journal Actuel Expert Comptable, vous prônez une solution européenne, mais précisément, elle porterait sur quoi selon vous? C'est obtenir des aides nationales identiques, des prix La bonne solution, c'est de refaire le market design, ce que j'ai un peu expliqué, la conception du marché de l'électricité qui a été inventé par un Français, mais pour le marché français et pour EDF Monopole, M. Boiteux, qui a été appliqué, qui dit c'est le coût marginal de production qui fixe le prix marginal de l'électricité, ne fonctionne plus quand on a un facteur de production, en l'occurrence le gaz, qui est parti dans les limbes, et puis des facteurs de production, et puis tu l'as ajouté, oui, le système très spéculatif qui s'est mis en place avec le système des futurs. Donc il faut repenser ce marché d'électricité. Il y a plusieurs solutions sur la table. Il y a le découplage gaz, prix de l'électricité qu'ont mis en place les Espagnols. Mais il y a aussi cette solution, dite grecque en tout cas, parce que proposée par les Grecs, je crois qu'elle n'a pas rien de grec, qui consiste à faire deux prix de l'électricité en quelque sorte. Un prix traditionnel basé sur un prix de revient pour les ENR, le nucléaire, et un prix de marché, là forcément plus spéculatif, basé sur les fossiles, gaz et pétrole. Il y a peut-être d'autres solutions, moi je ne suis pas un spécialiste, mais la seule bonne solution d'avenir, c'est un nouveau market design. La Commission parle de T1 2023. Après, si on doit aller vers des aides temporaires de type guichet et bouclier comme le fait, il faut à minima que la Commission harmonise. J'ai évoqué la question de Renault et Noré. On ne comprend pas, nous, pourquoi en Allemagne, les grandes entreprises sont aidées comme les autres, avec un prix, alors je ne sais plus comment ça, c'est un système aussi compliqué, mais en gros, ça a abouti à un prix de 130 € le mégawattheure à peu près. Alors que ce qu'on comprend, nous, de Bercy, c'est qu'on n'a pas eu le droit, en France, d'avoir ce système, et qu'on a été obligé de faire ce système compliqué qu'on vous a montré à trois tranches, les TPE traités comme les particuliers, les PME avec un prix sur facture, une remise sur facture en quelque sorte, et les grandes entreprises avec un guichet très complexe. Ouais, pardon de reprendre la parole, mais deux questions très spontanées parce que le temps passe. La première, dans le contexte que vous avez décrit, comment vous percevez le débat sur le partage de la valeur avec ces prix qui explosent? Merci de l'avoir posé. Sur les retraites, bien sûr, un commentaire sur les dernières déclarations de l'exécutif, alors que s'ouvre le deuxième round de discussion. Merci. Bon, nous, j'allais dire, moi, à titre personnel, en tant qu'ancien président de Croissance Plus, moi, j'ai toujours été, fanat de discuter de partage de la valeur et d'avoir une logique la plus proche de l'entreprise qui associe
le capital et le travail. Bon. Et je rappelle qu'en France, on est le pays qui partage le mieux la valeur pour une raison très simple, c'est qu'on est le pays de l'OCDE où il y a le plus grand nombre d'actionnaires salariés. Alors ça ne concerne que les grandes entreprises. Et on est le seul pays qui a 2 dispositifs de partage de la valeur, maintenant 3, l'intéressement, la participation et ce qu'on appelle la PPV, le prime de partage de la valeur. Et ce n'est pas moi qui le dis, puisque en 2019, des organisations syndicales, pas toutes, et les organisations patronales ont signé un document qui disait que, 1, on est le pays qui partage le mieux la valeur, et 2, que cette part de la valeur ne s'était pas déformée entre salaire et entre rémunération du travail et rémunération du capital. Bon. Après, on a accepté d'ouvrir une négociation. Cette négociation a démarré mardi. Elle va être compliquée, mais les injonctions contradictoires des uns et des autres ne nous aident pas. Les différentes initiatives, donc on a compté 2, mais on a peut-être oublié le CNR qui va parler de ça, et puis l'initiative de Renaissance ne nous aide pas. Parce qu'à un moment où on fait semblant de croire au dialogue social, mais on fait des initiatives en parallèle, ou alors on laisse la négociation sociale. On n'a pas demandé 3 ans pour négocier. On a demandé jusqu'au 31 janvier. Donc laissez-nous travailler. Sur les retraites, donc j'ai lu l'interview de M. Dussopt dans Les Échos. Bon, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on est assez d'accord. Par exemple, il me semble légitime que le minimum de retraite, le fameux MICO contributif, soit aligné sur 85% du SMIC. Ça ne nous choque pas, ça récompense le travail. L'idée de l'index senior, bon, qu'on n'a toujours pas bien compris, mais si ça consiste au fond à prendre un certain nombre d'éléments qui sont déjà mesurés, alors pas par toutes les entreprises dans le bilan social, pour pouvoir voir comment la population de seniors évolue, mais sans mesure coercitive. Bon, encore une fois, on ne nous a pas présenté le sujet. On n'est pas hostile non plus à augmenter la formation des seniors. C'est vrai qu'on a une responsabilité d'employabilité. D'ailleurs, c'est la loi, hein, c'est le Code du travail. Donc là aussi, ça ne nous choque pas. Là où on a un problème, c'est sur le dispositif pénibilité, où on a quand même l'impression qu'ils veulent recréer des régimes spéciaux du privé. Parce que si on demande aux branches de déterminer des catégories dont on décide a priori qu'il y a une usure au travail et qu'elles peuvent partir plus tôt, ça va créer ça va avoir 2 phénomènes. Hein. Ça veut dire que de manière permanente et éternelle, certaines catégories de certains métiers partiront plus tôt. C'est ce qui avait été fait en 1945 pour les conducteurs de train et de métro, à l'époque où les locomotives étaient à vapeur. Et on est, je ne sais pas combien d'années, 80 années après, et on ne l'a pas revu. Donc ça pousse absolument pas, ça crée une catégorie, mais surtout ça pousse absolument pas les employeurs à améliorer l'ergonomie des postes et la pénibilité, puisque de toute façon les gens partent. Et l'autre danger qu'on voit, c'est que ça va être très difficile à gérer pour un chef d'entreprise si le poste A a le droit à partir 2 ans plus tôt et le poste B n'a pas le droit à partir 2 ans plus tôt, tout ça sur le même chantier. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Assez légitimement d'ailleurs, hein, les salariés vont demander à être dans la catégorie qui part plus tôt. Donc, cette histoire de code, ça s'appelle les codes risques, enfin, d'examen par branche, nous paraît extrêmement dangereux. Nous, on a une contre-proposition hein, qu'on a déjà faite, c'est un examen médical individuel fait par un médecin du travail ou par un médecin de la Sécu qui examine l'usure au travail, sans nier bien sûr qu'il y a des postes qui créent de l'usure au travail et qui déterminent si la personne doit partir plus tôt, si elle est toujours employable mais dans un autre métier, parce qu'il y a aussi ça comme scénario. Vous pouvez être plus capable d'être maçon, mais pour autant, vous pouvez faire autre chose. Et donc c'est là où la formation des seniors intervient. Donc nous allons aller à cette concertation, je ne sais pas quand c'est, vendredi. Excusez-moi, hop, Emmanuel Soufi pour le Journal du Dimanche. Je rajoute une question sur l'assurance chômage, qui est pareil aussi dans l'actualité de la semaine prochaine, avec de nouvelles règles de modulation qui pourraient entrer en vigueur au début d'année 2023.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous ne redoutez pas que ce soit à nouveau peut-être une usine à gaz avec des règles qui fluctuent un peu trop vite? Et est-ce que c'est vraiment, selon vous, de nature à permettre le retour à l'emploi? Alors, nous, on est favorable aux mesures qui sont portées. On peut rentrer dans le détail, mais globalement, la réforme va dans le bon sens. Il n'est pas normal qu'en France, on arrive à 7% de chômage avec le même niveau de difficulté à recruter que tout le monde constate dans tous les secteurs, là où les autres pays ont un chômage structurel qui se situe plutôt à 4%. Donc, mon point n'est pas de dire, entre guillemets, les chômeurs sont des feignants, mais on a un système qui n'incite pas à la prise du travail, qui, dans un certain nombre de cas, permet d'avoir un revenu quasiment équivalent en alternant des périodes de travail et des périodes de chômage rémunéré, enfin compensé, par rapport à des périodes de travail. Donc on est favorable à cette mesure, y compris ce qui a été ajouté par le Parlement, notamment le sujet des refus de CDI après des CDD, même si la dernière mouture est probablement très difficile à appliquer, parce qu'il faut que le poste corresponde au projet professionnel signé avec le conseiller Pôle emploi. Donc, je ne suis pas sûr que ça donne lieu à beaucoup de sanctions, mais philosophiquement, cette idée de refus de CDI qui se multiplie est un vrai sujet. Bonjour, Nicolas Senez, Lacroix. Sur l'Agir Carco, le Sénat a proposé de repousser d'1 an de plus. Comment vous voyez les choses? Vous aimeriez qu'on en arrête définitivement avec ce débat? On ne va pas en arrêter, puisque, comment dire ça, il y a une partie significative de l'exécutif qui a bien l'intention de continuer. Nous, on ne défend pas l'Agir Carco pour des questions de boutique ou de frontières ou de périmètre ou de présidence ou de je ne sais pas quoi. On dit simplement c'est le régime paritaire le mieux géré, c'est celui qui a toujours gardé des excédents, 6 mois d'excédents, qui n'a jamais été en déficit, en tout cas en déficit structurel, qui à chaque fois a corrigé des mesures, où la co-responsabilité des syndicats et des patronats a fonctionné. Et donc, il y a 2 conséquences de ça. C'est la première, il n'y a aucune raison de le fusionner avec un régime général. Et deuxièmement, il est hors de question que l'argent des salariés et des employeurs du privé servent d'une manière ou d'une autre à renflouer les déficits des régimes généraux ou du régime des fonctionnaires. Alors, il y a cette mesure qui avait été votée en catimini en 2019, à l'époque, dans le cas du grand régime général imaginé par le gouvernement de l'époque, qui est alors tout le monde n'a peut-être pas le truc en tête, mais qui est le transfert du prélèvement à la COS. Et on nous dit, non mais ne vous inquiétez pas, ce simple transfert ne prélude de rien, on discutera plus tard, etc. etc. Bon, et on n'est pas non plus les perdreaux de l'année. À partir du moment où vous mettez la main sur le prélèvement, quand même beaucoup plus facile de faire une petite taxe au passage. On a quand même, nous, le précédent de Action Logement, où chaque année, comme vous le savez, il y a un prélèvement, mais aussi la caisse accident du travail, etc. etc. Donc, je ne m'en cache pas, nous avons utilisé la situation politique et les députés de divers groupes. Vous avez vu qu'il y a une tribune qui a été signée de Jérôme Guedj à Bruno Retailleau. Il va y avoir beaucoup de tribunes signées. Enfin, je ne suis pas un spécialiste, mais ça ne doit pas être la majorité de l'espèce, comme disait Audiard. Donc, oui, on va continuer ce combat. Alors, il y a quand même un sujet, c'est que mécaniquement, si ce qui a l'air de se dessiner, l'âge légal de la retraite est repoussé, ça a évidemment un impact positif pour les finances d'Agir Carco. Et j'ai proposé, et je pense qu'on le fera, aux syndicats que dès que cette réforme sera bouclée, elle ne sera pas commencée avant, on entame une réflexion sur comment utiliser de manière intelligente les futures réserves qui vont être créées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire autour de la prévention. À partir du moment où on relève l'âge légal, toutes choses égales par ailleurs, forcément le niveau de maladie, d'absentéisme, de troubles musculo-squelettiques, etc., va augmenter, puisque on va faire travailler des gens qui auront en moyenne, s'ils sont 64 ans ou 65 ans, 2 ou 3 ans de plus.
Et donc là, il y a sûrement des choses à faire, mais il y a aussi des choses à regarder sur le niveau des pensions, puisque si on a de l'argent en plus, on peut servir des pensions, ou le niveau des cotisations. En tout cas, ça doit être l'objet d'une discussion entre partenaires sociaux et pas d'un prélèvement obligatoire volontaire de l'État. Je n'ai pas employé le mot hold-up, mais j'y pense très fort. Merci beaucoup.